On entend du moins qu'il y aurait un cessez-le-feu qui aurait été conclu dans le sud du pays. Alors est-ce que vous avez, Stéphane, des précisions et est-ce qu'il est respecté pour le moment? Ouais, d'après Ilan Sadiq à Sderot, il n'y a pas eu d'incident majeur après 3 heures du matin. De minuit à 2h30, les milices islamiques de Gaza ont encore tiré 6 salves de roquettes sur Israël. Et le Chel Avir, l'aviation israélienne, a visé 30 cibles appartenant à ces organisations terroristes à Gaza. On sait qu'un cessez-le-feu a été conclu uniquement par les annonces du Hamas et d'agences d'information arabes. C'est bien plus qu'étrange, c'est même dérangeant. Et selon ces sources, ce qu'on en sait, c'est que les conditions de la dernière trêve, celle conclue en janvier, sont réappliquées sans modification. Côté israélien, l'unique confirmation vient de ce que l'armée officiellement a levé toutes les restrictions dans le voisinage de Gaza à partir de 7 heures ce matin, c'est-à-dire il y a un petit peu moins de 2 heures. Alors Stéphane, est-ce qu'on peut faire ce matin un bilan chiffré de ces 2 jours d'affrontement? Ouais, assurément. Côté israélien, il y a eu 4 morts, 4 blessés graves, 620 roquettes tirées contre le territoire de l'État hébreu, dont 35 environ ont atteint le sol dans les zones habitées. En face, à Gaza, chez le Hamas, il y a eu 320 objectifs détruits, 23 morts selon les chiffres du Hamas et une estimation de Sami El-Soudi, le chef de la MENA palestinienne, qui parle, lui, d'une centaine de blessés, 100 à 120 blessés précisément, et d'une quinzaine de morts non déclarés. Et une précision importante que Sami nous donne, c'est que 96% des morts et des blessés sont des miliciens islamistes, ceux parmi toutes les victimes, donc peu de dégâts collatéraux, peu de civils touchés, même si bien évidemment on les regrette, mais c'est déjà un exploit de parvenir à ces chiffres. Stéphane, est-ce que vous savez isoler et nous expliquer ce qui a déclenché vraiment ces hostilités? Oui, le Hamas, en provoquant Israël vendredi passé lors de ses émeutes hebdomadaires, on sait par exemple que des snipers de l'organisation terroriste ont tiré et blessé 2 soldats. Et puis samedi, le lendemain, ils se sont vengés de leur propre provocation en tirant des centaines de missiles sur Israël. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est améliorer leur position. Ils pensaient qu'ils pouvaient, à la veille des fêtes de Yom Ha'atzmaut et de l'Eurovision en Israël, faire pression sur Israël pour obtenir plus, pour obtenir de nouvelles concessions. Est-ce que vous pouvez de la même manière nous expliquer qu'est-ce qui a fait que ces hostilités se sont arrêtées ou du moins calmées pour le moment? Certes, une vraie réaction de Tsahal qui a surpris les milices de Gaza et les a mises à genoux. Ça a commencé. La riposte israélienne a été comme en janvier et en novembre. Elle a été très molle, c'est-à-dire au début on a attaqué des bâtiments vides et des dunes de sable. Et puis quand il y a eu des morts côté israélien, elle est montée en niveau. Et puis à partir de la mi-journée d'hier, ça a été une vraie riposte et on a ciblé des chefs terroristes, on a ciblé des entrepôts. On a simplement tué des ennemis et les Gazaouis, la population comme les organisations terroristes ont été surpris et ils ont quitté les rues, et les miliciens ont quitté leur poste de combat et ils ont quémandé en fait ce cessez-le-feu. Alors Stéphane, c'est quoi le sentiment général qui règne ce matin en Israël après l'annonce de ce cessez-le-feu? À dire la vérité, c'est plutôt le dégoût et la révolte. La population ne comprend pas pourquoi M. Netanyahou a accepté un cessez-le-feu qui favorise en fait que le Hamas et le djihad. On est en train de leur laisser l'initiative et tout le monde sait ici, vous avez même effleuré le sujet il y a quelques secondes, que ça va recommencer dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. En tout cas, tous les observateurs et commentateurs annonce que le Premier ministre fait tout pour garder le Hamas vivant. Alors Stéphane, vous dites que tout le monde comprend désormais ce que vous nous dites depuis des années, notamment dans cette émission, à savoir selon vous que Benyamin Netanyahou veut préserver le Hamas à Gaza afin de torpiller le projet d'un État palestinien. Mais est-ce qu'au final, il n'a pas eu raison de ne pas se laisser entraîner dans une guerre qui serait plus globale avec le Hamas ?
On parle pas de guerre totale. Ça c'est en fait le point de vue de Benjamin Netanyahou. Il suffisait tout simplement de poursuivre la riposte comme on l'a engagé hier à partir de midi. Comme on l'a fait, on poursuivait la riposte pendant une semaine. Ils auraient compris, enfin, ils comprennent bien. La guerre, c'est aussi une forme de dialogue. On montre qui est le plus fort. Quand on sent qu'on va perdre une confrontation, ben on arrête et on reçoit une leçon. Et puis on n'avait pas besoin d'accepter ce cessez-le-feu. On aurait pu fonctionner selon la phrase désormais établie qui dit répondons au calme par le calme et à la violence par la violence. Donc on ripostait, on émettait cette phrase et puis on les privait de ce coussin de sécurité qui ici effectivement irrite tout le monde. Alors Stéphane, on va continuer avec cette analyse. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qu'est-ce que Israël aurait perdu en acceptant ce cessez-le-feu? Ouais, elle a rendu l'initiative au Hamas, puis elle a perdu une nouvelle occasion de lui infliger une correction décisive, comme on vient d'en parler. Et qu'est-ce qu'elle aurait gagné en acceptant ce cessez-le-feu? Quelques jours de trêve, des fêtes d'indépendance qui commencent demain, dans un calme relatif, en concours de l'Eurovision sans fausse note. Mais tous les Israéliens, surtout ceux du Sud, se seraient passés de tout ça pour avoir simplement la sécurité. Il y a vraiment un sentiment très lourd ce lundi matin. Alors Stéphane, un des rédacteurs de la MENA, Jean Tzadik, a rédigé un article qui était très critique hier sur Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que il lui reproche fondamentalement? Absolument, comme beaucoup d'Israéliens, il prétend que Benjamin Netanyahou sacrifie les Israéliens du sud du pays à son plan stratégique de maintien du Hamas, qu'il n'a pas grand-chose à faire de ses concitoyens. Par exemple, et c'est assez intéressant ce que Jean soulève, c'est que en 2 jours de guerre, eh bien, il s'est pas adressé à la nation, à la télévision, alors que c'est un homme de communication. Et puis, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cessez-le-feu. D'abord, on sait pas qu'il y a un cessez-le-feu. Faut qu'on écoute la radio et la télévision du Hamas pour savoir que notre pays a accepté un cessez-le-feu. On fait un parallèle. Imaginons que pendant 2 jours, Charleroi et Liège avaient été bombardés en recevant 600 bombes. Et il y a personne, ni le roi, ni le Premier ministre qui intervient à la télévision pour rassurer déjà la population, pour expliquer ce que le pays va faire, comment il va réagir. Ben non, on a rien eu de tout ça. Il y a personne qui s'est adressé aux gens, notamment du Sud, qui recevaient ces centaines de requêtes. On a l'impression qu'on est bon qu'à se battre et à recevoir des requêtes sur la tête. Et ici, on est au nord, on est le plus loin possible de Gaza. Vous imaginez le sentiment ce matin des gens de Sderot, de Beersheva, d'Ashkelon et d'Ashdod, qui se sont dit, on tient le coup, on passe un mauvais moment, mais Tsahal est en train de faire ce qu'il faut et on va se débarrasser pour un temps assez long quand même de cette menace, et ils se réveillent en apprenant de nos ennemis qui ont cessé le feu sans connaître rien du tout, sans aucune communication de notre gouvernement. C'est dur. Et Stéphane, enfin, en guise de conclusion, on sait qu'en ce moment même, Benjamin Netanyahou tente difficilement de former un gouvernement. Est-ce que la décision d'accepter ce cessez-le-feu, ça peut avoir un impact sur la formation de ce gouvernement? Ouais, en fait, les fâchés, ceux dont on vient de parler, espèrent en refus de Victor Lieberman de rejoindre le gouvernement après ce cessez-le-feu auquel il s'opposait très fermement. Mathématiquement et très rapidement et simplement, le bloc de coalition possible de Netanyahou compte 65 sièges, y compris 5 sièges de Lieberman. Si Lieberman, sans rejoindre forcément Gantz, dit qu'il refuse de rejoindre la coalition, eh bien, Benjamin Netanyahou n'a pas de majorité pour former un gouvernement et privé de majorité, on retournerait aux urnes en septembre. Et avec ce qui s'est passé à Gaza, les mêmes fâchés espèrent que cette fois-ci, Benjamin Netanyahou soit se présenterait pas aux élections, soit il les perdrait. C'est tangible, Jim. On va avoir une déclaration de Lieberman probablement aujourd'hui, si ce n'est demain, mais certainement pas pendant le jour du souvenir des soldats morts pour la défense d'Israël, ni pendant le jour
de l'indépendance qui suit le jour du souvenir. Donc, à mon avis, aujourd'hui, au maximum demain matin, on va avoir cette réaction qui est très attendue ici en Israël, où on s'est réveillé une fois de plus avec la gueule de bois.